Salut, je m'appelle Max, je suis journaliste et ce témoignage fait partie d'une enquête que j'ai menée sur les euthanasies clandestines en France. Alors il peut s'écouter sans avoir vu l'enquête, mais je vous encourage vraiment à la regarder pour tout bien comprendre. L'euthanasie, c'est le sujet tabou. Je veux qu'il y ait un cadre légal. Je comprends qu'il y ait des gens qui, de façon clandestine, le fassent. Ça se fait chez soi, sans assistance médicale. J'ai toujours pas trouvé de médecin qui accepte de parler. Je pourrais jamais dire si elle était consciente ou pas. L'euthanasie se voit prônée par certains. C'est énorme ce tabou. On a affaire à un héritage de catholicisme radical. Allô ? Ça fait quelques jours que je suis en contact avec une dame qui s'appelle Claire. Elle est ok pour qu'on se rencontre. J'ai aidé mon père à mourir, en France, dans la clandestinité. Avant de commencer, je préfère vous prévenir, cette vidéo parle de suicide assisté. Enfin, dernier truc, restez bien jusqu'à la fin, les 30 dernières secondes livrent une info vraiment intéressante. Bonne écoute. Ok, c'est bon, ça enregistre. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes de manière anonyme ? Alors aujourd'hui, je témoigne de manière anonyme parce que j'ai fait quelque chose qui est interdit en France et qui est passible d'une peine de prison très lourde. Je souhaite me protéger les gens qui sont au courant, puisque je vais parler du suicide assisté de mon père. Vers ses 80 ans, son état de santé a vraiment décliné. Il était polypathologique, c'est-à-dire qu'il avait plus de 2, 3, même 4 pathologies incurables. Et je trouvais que c'était assez beau quand même aussi de lui dire ça va être très dur pour moi, mais de toute façon tu vas mourir. Je ne pourrai pas éviter la tristesse de ton décès. En revanche, je peux t'aider à partir doucement, sereinement, sans douleur. Et donc c'était à la fois très envahissant comme émotion, très difficile, et en même temps presque beau. Cette idée que j'allais l'aider dans ce moment, dans ce dernier moment en fait. Donc je lui ai confirmé mon accord. Je suis consciente des risques que je prends. Je lis pas mal de choses pour essayer d'évaluer ce risque-là, mais je dois dire que le besoin profond d'être là pour mon père, cette idée de lui donner de l'amour à ce moment-là était absolument énorme et était bien plus forte que la peur que je pouvais avoir. Mais on est vraiment dans la clandestinité quand on fait ça. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Première chose, en fait, qu'on a faite, c'est de solliciter une association. Ce sont 2 personnes. Elles voulaient, dans un premier temps, faire la connaissance de mon père, voir un peu son état, puisqu'il avait toute sa tête, tout son discernement. Est-ce que le médecin est au courant? Est-ce que votre famille est au courant, vos enfants? Et si oui, quelles sont leurs positions par rapport à ça, pour valider là aussi que la personne n'est pas sous pression, en fait, qu'elle soit. Donc, dans ce genre de projet pour sa fin de vie, la première chose à décider, c'est comment on va le faire. Pour ça, l'association nous a donné les coordonnées d'un livre qui est introuvable en France parce qu'il est interdit. C'est un livre qui recense plusieurs dizaines de façons de mettre fin à ses jours en douceur. Et donc, pour commander ce livre, il a fallu qu'on crée une adresse web sur le dark web, en fait, avec laquelle il a commandé ce livre. Et c'est vrai que cette première étape de commande d'un livre, c'est déjà quand même un pas qu'on franchit dans un monde complètement illégal. Et là-dedans, on peut côtoyer les marchands d'armes, les marchands d'organes, les gens qui font de la vente d'organes, la vente d'enfants, les pédophiles. Je le dis parce que par amour pour quelqu'un, on va faire quelque chose d'illégal et on va se retrouver aussi mis dans un panier qui est un panier de gens qui font des choses atroces, en fait, horribles. Et ça, on ne peut pas s'empêcher d'y penser au moment où on le fait. On rentre dans une zone qui est vraiment interdite et on comprend pourquoi. Et c'est un livre qui est assez incroyable, il me l'a fait lire après. Ce livre, j'ai pu le consulter aussi, décrivait exactement comment en finir de manière douce. Dire que vous avez entre les mains un texte qui vous explique comment faire pour mourir. Et j'avais un peu l'impression d'être passé derrière la matrice, quoi. C'était vraiment
le guide de sortie de cette vie. À quelque chose que tu es censé jamais voir en fait. Pour chaque façon de mettre fin à ces jours en douceur, les choses sont expliquées de façon très technique, très scientifique et très précise. On vous explique c'est quoi ce produit, comment il a été obtenu, quels sont les effets secondaires, comment est-ce qu'il faut l'administrer, le mode d'emploi. Il y a même un taux qui s'appelle FS, F pour fiabilité et S pour sérénité. Est-ce qu'il est aussi fiable que efficace sur la douceur avec laquelle vous allez mourir ? Après la lecture de ce livre, mon père a choisi un liquide incolore qui est celui qu'on utilise par exemple chez les vétérinaires pour aller faire piquer son chat ou son chien pour éviter qu'il souffre quand il est malade. Donc c'est un détail important parce que ça veut dire que faire piquer son chat ou son chien quand il va souffrir, ça pose de problème à personne. L'étape d'après qui est la commande en fait, l'approvisionnement de ce produit qui est encore plus interdit comme on l'imagine. Et là encore, c'est une des associations qui l'a aidé en lui donnant finalement une adresse internet, un suivi de lettres et de chiffres qui ne ressemblait à rien, de quelqu'un qui pouvait fournir ce produit qui était au Mexique. Ça, on l'a su. Et si ça, je peux le laisser au montage, c'est parce qu'aujourd'hui, cette filière, elle a été complètement démantelée. Donc il n'est plus du tout possible de se procurer ce produit-là de cette manière-là. Et donc là, j'ai aidé mon papa parce qu'il fallait parler en anglais, communiquer en anglais. Donc on a fait un mail dans lequel on disait « Bonjour, qu'est-ce que vous pouvez nous procurer ?» Donc tout ça, évidemment, dans le dark web. La réponse est arrivée très vite, en fait, dans la même journée. Donc en nous expliquant que le flacon de 100 ml coûtait 600 €, que l'expédition pouvait se faire par DHL ou par UPS de mémoire, et que le paiement était en bitcoin obligatoirement. Encore une façon de faire les choses complètement sous le manteau, donc l'impression d'être sur une autre planète, quoi, d'être un peu dans une série télé, dans un film policier. En fait, on avait un peu l'impression d'halluciner, quoi, de faire quelque chose de... Enfin, on a décidé de continuer notre chemin, et papa a décidé de commander 2 flacons, parce que quelques années auparavant, il y avait eu des cas de perquisition chez des personnes qui avaient fait la commande de ce produit. La police avait débarqué, donc on a eu droit à une offre un peu promotionnelle, puisqu'effectivement, acheter 2 flacons était moins cher que 2 fois 1 flacon. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et en fait, voilà, je rigole parce que tout au long de ce processus, qui a quand même duré longtemps, je crois que l'humour nous a permis de ne pas être effondrés par la culpabilité. Le produit est arrivé. Et quand mon père a ouvert le paquet, moi j'étais pas chez lui, mais il a ouvert un petit carton assez joli, avec un autocollant vert et rose, sur lequel était inscrit organique cosmétique. Donc voilà, des produits de beauté bio. Un Noël, il m'a dit en m'embrassant, il m'a dit « Tu sais, c'est pour bientôt ». Et donc je l'ai quitté là, je m'en souviens, je suis là encore émue en parlant parce que je me suis dit « C'est parti ». Et ça a été assez lourd de réaliser que les choses allaient se mettre en place. Il m'a appelé en me disant « Écoute, je sais que tu dois venir dans une semaine, que tu dois venir me voir dans une semaine. Je crois qu'on va le faire quand tu viendras. » J'étais un peu quand même là, voilà. Enfin, un sentiment très étrange quand on entend un autre qui nous est cher nous dire voilà, dans une semaine, je vais mourir en fait. C'est très très fort, très envahissant. Et je réalisais que mon père avait plus que 4 jours à vivre, 3 jours à vivre, que moi je n'avais plus que 4 jours à avoir mon père vivant, 3 jours. C'était un rapport au temps dans ce moment-là qui était très très difficile. Et dans cette dernière semaine de vie de mon père, tous les matins je l'appelais pour lui demander... En fait, je pleure. Pourquoi je pleure? En fait, c'est parce que je me rends compte que là-dedans, il y a eu des tonnes d'amour, quoi. C'est ça qui m'émeut le plus. Tu vois, c'est pas... Évidemment, c'est le fait de l'avoir perdu, mais c'est surtout... ce que tu disais, ce que vous disiez, c'est-à-dire que on ne peut pas faire ça en plein jour, quoi. On ne peut pas être heureux et dire qu'on a aimé son papa jusqu'au bout, quoi. Je trouve que c'est très frustrant, c'est très dommage.
Donc le jour J, je dirais, où notre père nous avait invités pour le dernier repas, nous sommes arrivés en fin d'après-midi, et là il avait préparé avec son avocat le scénario, c'est-à-dire ce qui allait se passer et ce qu'on devait faire dans les heures qui suivraient. On s'est dit bonjour, c'est un moment encore très très étrange, ce moment où on se dit bonjour, quand on arrive chez lui, comme on l'a fait tellement de fois, et en même temps on se dit bonjour et on sait qu'on va se dire adieu, donc c'est aussi d'une grande étrangeté, parce que rares sont les moments où on rencontre quelqu'un et où on sait que dans quelques heures il va être mort, enfin ça n'arrive quasiment jamais. On a bu un apéritif, nous lui avons dit, écoute papa, un de nos enfants s'est occupé de ton faire-part de décès, est-ce que tu veux le voir? Mais il a dit, mais évidemment, je veux voir mon faire-part. Et donc, il a relu le texte pour bien vérifier que c'était ce qu'il voulait, qu'on n'avait pas fait de faute, etc. Au moment de lire le décès de Monsieur Trucmuche, survenu dans sa 85e année, ma sœur dit, mais on pourrait faire une dernière blague, on pourrait dire, à l'âge de 85 ans, ouvrez la parenthèse, mais franchement, virgule, à la fin, virgule, il faisait vraiment plus. Fermez la parenthèse. Et moi, j'ai regardé ma sœur, genre, mais t'as craqué ça va pas, là, tu déconnes. Et mon père a dit, mais c'est génial, j'adore. Et donc là, on a dit chiche, et il a dit chiche. On a dîné légèrement, mais bon, parce qu'on était chez quelqu'un qui aimait bien manger. Et puis, mon père n'a pas pu s'empêcher de raconter des blagues, de nous faire rire, parce que c'était quelqu'un qui riait de tout. Et puis, après le repas, il nous a dit, écoutez, je propose qu'on y aille, et que, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on ne se fasse pas un petit film devant la télé, mais qu'on y aille directement. Nous sommes donc partis dans la chambre de mon père. Lui avait le verre dans lequel il a déversé un flacon et demi du produit. Et ma sœur arrivait avec une bouteille de Genépi que mon papa adorait, puisqu'une fois encore, dans le livre, il est recommandé, après l'absorption du produit, de prendre quelques gorgées d'alcool fort pour favoriser la diffusion du produit dans le sang. On est allé dans la chambre de mon père, il s'est allongé, il a pris le verre et a bu d'une traite, en plusieurs gorgées quand même, mais tout le liquide, qu'il a trouvé extrêmement amer. Il a reposé le verre en disant c'est dégueulasse, c'est amer. Et donc il a pris la bouteille de Genépi pour se faire 3/4 gorgées de Genépi, faire passer ce goût. Et à aucun moment, il n'a scié en fait. Il n'a pas hésité une seule seconde. En revanche, mon inquiétude à moi, c'était le 1% dans les statistiques qui sont citées dans le livre, où la personne met un très 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 long temps à mourir, et que le pire à faire dans ces cas-là, c'est d'appeler le SAMU ou appeler un médecin, parce que à ce moment-là, le médecin ou les services de réanimation peuvent faire revenir la personne à elle, mais les dégâts qui ont été générés par le produit sont irréversibles, et donc la personne est dans un état horrible, un état végétatif. Et moi, c'était ça, ma grande peur. Chacune de nous s'est allongée à ses côtés. Dans les premières minutes, effectivement, il s'est mis à bâiller beaucoup. Donc avec ma sœur, on l'a embrassé, on l'a caressé, on lui a dit au revoir. Et il répondait plus. Je crois que sur le moment, je réalisais pas, mais on est là, on rentre dans la mort, en fait, de son père. On est là au moment où ça se produit, on la vit presque avec lui. Donc on a mis notre main sur son cœur, sur sa poitrine à gauche. Il battait encore. Il battait pas très vite, mais après c'est quoi très vite, pas vite, on sait pas, on n'est pas médecin. Mais on sentait quelque chose quand même qui pulsait. Et puis au bout d'un moment, moi j'ai eu besoin de me lever parce que je trouvais que c'était très lourd, très difficile. Ma sœur m'a rejointe et on a commencé à discuter, à se poser des questions, à se regarder.
Et franchement, là, nous revenaient toutes ces inquiétudes de on est en train de faire un truc qui est interdit, quoi. Là, c'est non-assistance à personne en danger. Et c'est ça, le suicide assisté. Hein. C'est que on laisse la personne décider et partir sans l'en empêcher. Donc on a attendu, on a regardé dans sa bibliothèque, on a regardé ses disques, ses livres. Ça a duré plus de 3 heures, je crois. On est retourné à nouveau le voir. Et là, quand je l'ai vu, j'ai su qu'il était mort parce qu'il avait changé de couleur. C'est terrible. La peau n'a plus la même couleur, il est plus rose en fait. Il a changé, il a basculé. À ce moment-là, on a décidé de partir. On a quitté l'appartement, on a fermé la porte. On n'a rencontré personne dans l'immeuble. Et puis on est allé à l'hôtel récupérer nos téléphones. Il était important que le jour J, qu'on n'ait pas nos téléphones mobiles avec nous, pour que nos téléphones ne bornent pas à l'endroit où notre père était mort. Avec ma sœur, on est allé boire quelque chose parce qu'on ne se sentait pas d'aller se coucher tout de suite. On a commandé une bière chacune, un saucisson. Et je me souviens, à plusieurs moments, on s'est dit « Putain, c'est fou, quoi. Putain, c'est dingue. » Parce qu'on n'arrivait pas à prendre conscience de ce qui venait de se passer, en fait. Et on n'a rien dormi, on s'est tenu la main toute la nuit, parce que c'était... Je pense que chacune était contente que l'autre soit là, en fait. Donc ça a été une nuit assez blanche quand même pour l'une et l'autre. On se parlait dans la nuit, mais le lendemain, on était censé retourner chez notre père à 8h du matin, le trouver inerte dans son lit et alerter les médecins pour qu'ils viennent constater son décès. On est arrivé chez lui à 8h comme prévu. On a ouvert la porte, on est allé dans sa chambre et il était toujours là. Là, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le SAMU. Et je leur ai expliqué, écoutez, on est venu chez notre père hier, on a dîné avec lui, on a couché à l'hôtel et ce matin, on vient d'arriver chez lui et on l'a trouvé dans son lit. On a l'impression qu'il ne respire plus. Est-ce que vous pouvez nous envoyer quelqu'un pour nous dire ce qui se passe, peut-être constater le décès, etc. Et là, la personne qui a pris mon appel m'a posé plein de questions. Pratique, sur les horaires, sur quand est-ce qu'on était arrivé, à quelle heure il s'était couché, etc. Et à un moment donné, elle a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre du tout parce que je ne savais pas quoi répondre, parce que je ne comprenais pas la question. Elle m'a demandé, mais madame, est-ce que la mort était attendue ? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut répondre ? Si je réponds, je ne peux pas répondre « oui, la mort est attendue » parce que vous voyez, ça fait une semaine que c'est programmé, donc je ne vais pas dire « oui ». Donc j'ai dit un truc, je ne savais pas s'il fallait dire non, s'il y avait un risque à dire non, donc j'ai bredouillé un truc du style « vous savez, mon père… » J'étais assez contradictoire probablement dans mes propos et la dame m'a coupé tout de suite en me disant « attendez, il faut d'abord appeler la police ». Là, avec ma sœur, on a reçu un coup sur la tête parce que nous n'avions pas du tout anticipé ça. Un peu une panique là pour nous. La police est arrivée peut-être 3/4 d'heure ou 1 heure après, donc ça a été très long quand même cette attente. Et là, on a vu débarquer 3 personnes. Et franchement, ils nous ont dit bonjour, mais on sentait que ça rigolait pas. Donc ça nous a mis vraiment une inquiétude de plus. Parce qu'on s'est dit, ils sont au courant, ils vont découvrir le truc. Ils ont passé beaucoup de temps à passer de pièce en pièce, à ouvrir les placards, à regarder ce qu'il y avait dans les meubles, derrière les meubles, pour essayer de voir ce qui s'était passé dans l'appartement. Et on leur posait des questions et ils ne répondaient pas, en fait. Et moi, à un moment donné, je leur ai dit « est-ce que vous voulez un café ?» parce que je trouvais que c'était un peu tendu. Et ils m'ont répondu non, de façon assez sèche. Voilà. Au bout d'un certain temps, ils ont pris leur téléphone et ils ont appelé le central en disant pour nous il n'y a pas d'obstacle. Et on a repensé à tout ce qu'on avait fait disparaître, qui sont effectivement les preuves qu'on avait vraiment préparées avec l'avocat, c'est-à-dire que les petits flacons, on les avait la veille au soir vidés dans les toilettes, on avait tiré la chasse et en partant on avait embarqué les 2 bouteilles
qu'on avait jeté dans un container de verre à l'autre bout du quartier. Le verre dans lequel il avait bu, on l'avait mis à la machine et on avait lancé un cycle de lave-vaisselle. Enfin, quand le médecin est arrivé, il nous a regardés en nous confirmant le décès de notre père. Alors moi, j'ai rien dit. Je n'ai jamais rien dit, sauf à un, aux funérailles. Et en fait, ce monsieur faisait le même métier que mon père, qui est un métier où on peut potentiellement se procurer des produits. Et il m'a dit, mais il se serait quand même pas... Et là, je lui ai dit, ben peut-être, je sais pas. Mais j'ai voulu être évasive parce que j'ai pas voulu lui dire non, parce que je me sentais... Enfin, je lui devais du respect, de pas lui mentir, et en même temps, je pouvais pas lui dire oui, mais voilà, donc... On ne peut pas faire autre chose que de le faire clandestinement, que de prendre des risques qui sont incroyables, que de faire prendre des risques à d'autres, comme nous on l'a fait, nous-mêmes, ma sœur et moi, mais aussi l'entourage. Je voudrais juste dire que ce combat pour le choix de la fin de vie, pour moi, elle relève du même sujet que le combat pour l'avortement, que déjà à l'époque, il y a des médecins qui pratiquaient des IVG illégales parce qu'ils préféraient aider les femmes à le faire correctement sans qu'elles se mettent en danger. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des médecins qui pratiquent des euthanasies ou qui aident au suicide parce qu'ils préfèrent que les gens partent de façon douce et sereine plutôt que de façon traumatisante. Et puis, je voudrais dire aussi que quand on voit ce que ça coûte, 1 000 € pour pouvoir... se procurer un produit comme ça, ben on se dit que c'est comme tout finalement, il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui peuvent s'offrir une fin de vie douce et les autres, ben non, ils n'ont pas assez de sous parce que tout ça c'est très cher. Et pourquoi c'est très cher? Parce que c'est illégal. Je me suis sentie poussée à faire des choses illégales parce que je voulais faire ça pour mon père et lui donner la possibilité de mourir doucement. Et ça, je trouve que c'est pas normal. En France, en tout cas. Merci. De rien. C'est pour ça que je le fais, c'est pour que ça serve et pour que ça reste pas une fois encore un truc. Je savais que de toute façon, il y a plein de gens qui le font. En fait, il y a un médecin qui depuis toujours, il pratique des euthanasies. Parce qu'il trouve que c'est horrible d'être là pendant des semaines devant des gens qui sont en train de mourir dans des conditions atroces. Et en fait, un jour, il y avait un procureur en face de lui, et le procureur lui a dit « Mais je vous connais, vous, docteur, je sais très bien ce que vous faites, et peut-être vous aimeriez que je vous inculpe, ou peut-être vous pensez que je vais vous inculper. » Eh ben non, je ne vais pas vous inculper. Et en fait, le médecin, quand il raconte cette histoire, il dit à ce moment-là, j'ai compris qu'au plus haut niveau de l'État, tout le monde est au courant, que c'est des pratiques qui se font, qu'il y a des médecins qui euthanasient, etc. Mais que l'État a décidé de ne pas inculper les gens, parce qu'il y a 80% de la population qui veut que la loi évolue. Et donc si jamais ils inculpent certaines personnes, ça va être un tollé. Merci beaucoup d'avoir été au bout de cette mini-série. N'hésitez pas à raconter dans les commentaires vos expériences vis-à-vis de ce sujet. Depuis que je travaille dessus, je me rends compte qu'énormément de gens ont de près ou de loin une expérience en lien avec cette problématique de la fin de vie. Je compte sur vous pour faire de cette section commentaires un espace apaisé. Enfin, si l'enquête vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et celui de celles et ceux avec qui je bosse. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt.